Est-il vrai que les écouteurs Bluetooth nuisent à l'audition? Je vous dis tout de suite que la réponse est oui et non. On en parle à la fin de la vidéo, qui contient aussi d'autres questions intéressantes. Regardez cette question sympa de Manuel, que j'avais aussi enfant. Pourquoi les araignées se recroquevillent-elles quand elles meurent, alors qu'elles ont déjà perdu la vie? J'ai découvert que les gens qui vivent ici, à São Paulo, ne connaissaient même pas ce phénomène, parce que ici, il n'y a plus d'araignées, plus d'abeilles, plus de fourmis, il n'y a plus rien. Mais pour moi, qui viens de la campagne, c'était très courant. Quand on tuait une araignée, elle se recroquevillait. J'ai découvert en cherchant que la raison est folle. Les araignées, elles ont des muscles pour fermer, mais elles n'ont pas de muscles pour ouvrir les pattes. En comparant avec l'être humain, quand tu plies le bras, le muscle qu'on utilise, c'est le biceps. C'est ce muscle-là. Quand tu ouvres le bras, ce n'est plus le biceps qui agit, c'est le triceps. C'est ce muscle-là derrière. Si j'étais une araignée, j'aurais seulement le biceps, pas le triceps. Mais tu vas sûrement me demander comment l'araignée ouvre sa patte si elle a seulement des muscles pour la fermer. Elle a un système hydraulique un peu comme une pelleteuse. Les pattes des araignées, elles sont creuses, et l'araignée pompe un liquide à l'intérieur de la patte pour l'ouvrir. C'est un peu comme un matelas gonflable. Quand tu jettes un matelas gonflable par terre, il est tout tordu, tout emmêlé. Et quand tu le gonfles, il devient tendu et dur. C'est à peu près ce mécanisme-là. Et le liquide qu'elle pompe, c'est l'équivalent du sang de l'araignée, de l'hémolymphe. Certaines études montrent que c'est important, parce que comme l'araignée n'a pas besoin de muscles pour ouvrir, elle peut avoir des muscles pour fermer, qui sont plus importants, beaucoup plus puissants. On peut déjà imaginer ce qui se passe quand l'araignée meurt. Elle n'a plus la pression de l'hémolymphe en elle. Donc, la tendance est que le muscle fonctionne comme un ressort qui ramène les pattes dans une position de repos. N'est-ce pas? De la position comme si l'araignée ne faisait aucun effort, ce qui fait que ses pattes restent repliées. Et en plus, il se passe aussi une chose. Quand un animal meurt, ses muscles se raidissent. On parle ici de rigidité cadavérique. L'animal devient rigide. Donc cela fait aussi que la position normale d'une araignée morte est avec les muscles plus raides, ce qui fait que ses pattes restent toujours repliées. Avoue que tu ne savais pas que l'araignée a un mouvement hydraulique. Hein? N'oublie pas de laisser un like sous la vidéo, s'il te plaît. Pourquoi doit-on dormir dans le noir? En fait, l'obscurité n'est pas nécessaire pour dormir. Au déjeuner ou en dormant avec la famille, tu remarqueras qu'un ou deux membres s'allongent ensuite sur le canapé et dorment paisiblement, lumière allumée, soleil entrant par la fenêtre. La question, c'est que l'idéal pour notre santé, c'est de dormir dans le noir, même si on arrive à dormir sans obscurité. Les êtres humains sont des animaux diurnes. Cela veut dire que nous sommes biologiquement préparés à chasser, à nager, à marcher, tout cela pendant la journée, quand on voit bien et que le moment de se reposer, c'est la nuit. Et donc, on a une horloge biologique en nous, n'est-ce pas? C'est comme si c'était une programmation de notre corps qui régule déjà la faim, l'énergie, la température et le sommeil. En fin de journée, notre corps signale la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Tu en as sûrement entendu parler car on la trouve en pharmacie. Elle ne t'endort pas immédiatement, mais prépare ton corps au sommeil. Tu commences déjà à te sentir plus détendu, avec envie de dormir. Et la mélatonine t'aide à atteindre une phase plus profonde du sommeil, une phase où tu te reposes davantage. Mais tout ce mécanisme peut être gâché par la lumière. Ce signal du corps pour produire de la mélatonine n'arrive que si tu es dans l'obscurité. C'est pour ça qu'à la fin de la soirée, quand il est presque l'heure de dormir, tu ne dois pas rester à regarder l'écran de ton téléphone, rester avec plein de lumière allumée ou regarder la télévision parce que, dans ce cas, ton corps ne va pas libérer la mélatonine. Tu arrives quand même à dormir, mais ce ne sera pas un sommeil aussi bon que si tu étais resté un moment dans le noir. Et c'est pour ça que oui, l'obscurité fait vraiment la différence au moment de dormir. En plus de l'obscurité, une autre chose qui aide, c'est d'être dans un endroit confortable. Et c'est là qu'intervient le matelas. Oui, le matelas est dans cette boîte. Et vous savez qu'une des choses les plus satisfaisantes, c'est d'ouvrir la boîte du matelas d'Emma. Emma Matelas participe à la semaine du consommateur et propose jusqu'à 65% de réduction sur ses produits, tous de qualité premium. Celui-ci, c'est le matelas Diamond Cooling. Il possède plusieurs couches qui répartissent le poids de votre corps pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Une mousse au graphite régule la température pour garder le matelas frais, même lors des nuits chaudes. Sur le site d'Emma Matelas, dont on vous met le lien ci-dessous, vous pouvez voir toutes les options de matelas, lits, oreillers et accessoires. Et
Et si vous achetez un produit, vous bénéficiez encore de 12% de réduction avec le code promo MANUALDOMONDO12. Mais attendez, si c'est maintenant, les 14 ou 15 mars, la réduction est de 16%, il y a un test que j'ai vu sur la chaîne de Sal Sampaio, je pense que je vais vouloir le faire aussi. Mais à la façon de Manual Domondo. Boule parfaite en béton. Ça a marché. Celle en niobium est plus lourde, 11 ou 13 kg. Je pense qu'une personne peut se retourner d'un côté du lit sans déranger celle qui est de l'autre côté, hein? Johnson, derrière la caméra, aime cette fusée, et quand je l'ai prise, il a commencé à transpirer de peur qu'elle ne tombe. J'ai lancé les balles, sauté sur le matelas et rien n'est tombé. Si la Terre a tant de déchets, pourquoi ne pas fabriquer une fusée avec et l'envoyer vers le Soleil? Oui, Aruna, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai beaucoup parlé avec Pena, notre ami physicien qui a aidé à construire le sous-marin et a travaillé longtemps ici au Manual do Mundo. C'est un très bon ami et il m'a expliqué que voyager vers le Soleil est très difficile. C'est bien plus difficile que d'aller sur la Lune, bien plus difficile que de faire qu'une fusée reste en orbite autour de la Terre. Alors j'ai fait des recherches et je n'ai pas réussi à trouver combien cela coûterait d'envoyer 1 kilo de déchets jusqu'au Soleil. Parce qu'il n'existe pas de vols réguliers, comme ça, qui partent de la Terre et vont jusqu'au Soleil. Il existe en effet de nombreuses fusées qui placent un satellite en orbite et les compagnies disposent déjà d'une grille tarifaire. Et ça varie beaucoup selon la fusée, selon combien de kilos vous allez emmener, combien de kilos vous allez transporter, etc. Mais le prix est à peu près, pour mettre un satellite en orbite terrestre, ici près de la Terre, d'environ 7 000 $ par kilo. C'est-à-dire environ 40 000 rayés pour emmener 1 kilo de déchets dans l'atmosphère. C'est-à-dire, en convertissant, environ 40 000 rayés pour emmener seulement 1 kilo de n'importe quoi en orbite terrestre. Alors, j'ai approfondi un peu plus et j'ai découvert que le Brésilien, en moyenne, produit 380 kg de déchets par an. Cela fait à peu près 1 kg de déchets par jour. Si on multiplie 40 000 fois 380, tu dépenserais 15 millions de rayés juste pour envoyer en orbite terrestre, même pas vers le Soleil, les déchets que tu as produits en un an. Dis-moi combien ta famille dépenserait par an pour envoyer ces déchets dans l'espace. Je pense qu'il vaut mieux produire moins de déchets ou recycler, non? Iberé, tu sais ce qui se passe quand Coca et Flora Fanta marchent ensemble. Le Fanta casse et le Coca-Cola. Ouais, super. Non, Jancio demande ici pourquoi le Fanta casse. Il manque vraiment quelque chose au début de cette blague. Ce serait quelque chose comme « Tu sais pourquoi le Fanta aime marcher avec le Coca-Cola ?» Parce que si elle casse la Coca-Cola, là ce serait mieux. Ouais, je sais pas. Question d'un membre de la chaîne. Ici, une question leur est toujours réservée. Et les membres reçoivent les vidéos un jour plus tôt. Iberé, pourquoi aujourd'hui faut-il autant de temps pour lancer une fusée vers la Lune? Pendant la guerre spatiale, les fusées étaient lancées en continu. Aujourd'hui, malgré bien plus de technologie, les lancements sont bien plus lents. Est-ce dû aux mesures de sécurité? Cette question, elle fait plusieurs affirmations. Il dit qu'à l'époque de la course à l'espace, tu sais, cette période où les États-Unis et l'Union soviétique essayaient de conquérir l'espace, il a dit qu'on lançait une fusée après l'autre vers la Lune. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Pendant toute l'histoire, on n'a envoyé que 9 fusées vers la Lune avec des êtres humains à bord. Seulement 9 pendant toute l'histoire de l'humanité. Toutes ces fusées faisaient partie du programme Apollo et ont été lancées entre 1969 et 1972. Donc, ça fait une moyenne d'environ 2 fusées par an. Mais toutes n'atterrissaient pas sur la Lune, d'accord? Sur ces 9, seulement 6 ont atterri. Lors de ces missions, seules 2 personnes descendaient. Ainsi, 12 humains ont marché sur la Lune dans l'histoire. Je ne saurais pas dire si aujourd'hui on a 100 fois plus de technologie dans le domaine des fusées. Je dirais que non. Le vrai problème, c'est le coût. Les États-Unis, en concurrence avec l'Union soviétique à l'époque, avaient une excellente raison de dépenser sans compter. Juste pour que vous ayez une idée, la mission Apollo, si on corrigeait pour les valeurs d'aujourd'hui, elle aurait coûté 200 milliards de dollars. Cela représente plus d'1 billion de réaux. On pourrait acheter Petrobras et Itaú, qui sont les 2 plus grandes entreprises brésiliennes. Donc, ce n'est pas qu'on ne lance plus parce qu'on n'a plus la technologie ou parce que ce n'est plus possible. C'est parce que c'est très cher. Si on gaspillait de l'argent, comme on l'a fait à l'époque, on pourrait continuer à envoyer.
Mais il y a encore une chose dans cette question qui m'a interpellé. Comme ça, est-ce qu'aujourd'hui on ne lance pratiquement plus de fusées, même si ce n'est pas pour aller sur la Lune? J'ai découvert un site qui montre combien de fusées orbitales on lance chaque année. Qu'est-ce qu'une fusée orbitale? C'est une fusée qui parvient à faire le tour de la Terre, qu'elle parvient à entrer en orbite, à tourner autour de la Terre. Pas forcément la fusée elle-même, mais la charge utile, le vaisseau que la fusée transporte ou alors le satellite que la fusée emmène. En 1969, on a eu 126 fusées orbitales lancées. En 2025, l'année dernière, on en a eu 325. Ça fait pratiquement une fusée par jour. Et là, peut-être que tu vas me demander, mais je ne vois pas Sergio Sacani commenter le lancement de fusées tous les jours. Tu ne vois pas parce que ce sont des lancements mineurs, qui ne sont peut-être pas si importants. Une grande partie d'entre eux vient de Chine, et presque tous ces lancements servent à envoyer des satellites. Ils ne transportent pas de personnes. Donc, ils lancent là-bas des équipements qui vont tourner autour de la Terre dans l'espace. Comme, par exemple, ces constellations de satellites, n'est-ce pas? Ces groupes de satellites Starlink qui servent à nous permettre de communiquer par Internet, qui te permettent d'avoir Internet partout dans le monde. Donc, pour répondre brièvement à ta question, on lance énormément de fusées, mais on ne lance pas de fusées vers la Lune parce que c'est très cher. Les fusées lancées aujourd'hui ont surtout un usage commercial, principalement pour transporter des satellites utiles, un service que nous payons, comme avec Starlink. Pourquoi les mouches existent-elles? Ne servent-elles qu'à nous déranger? C'est une vision centrée sur nous, non? Beaucoup d'animaux doivent se demander pourquoi les humains existent. Ne font-ils que tout détruire? Je pense que les mouches sont bien plus utiles qu'on ne le croit. Elles agissent comme des nettoyeuses de la nature. Quand un animal meurt, par exemple, la mouche arrive, pond un œuf et de là naît une larve, ce petit asticot, cette bestiole qui ressemble à un ver et qui va manger la chair, qui va tout manger de l'animal en train de pourrir. Puis, cette bestiole subit une métamorphose pour devenir mouche. Celle-ci joue aussi un rôle clé dans la chaîne alimentaire, car de nombreux animaux la consomment. Donc le lézard, les crapauds, les petits oiseaux. Et puis, il y a d'autres animaux qui vont manger ces animaux qui mangent la mouche, comme le jaguar, le faucon, etc. Donc, si on n'a pas la mouche au début, on n'a presque aucun autre animal. Mais il y a encore une troisième fonction de la mouche, qui est de produire votre chocolat. Les fleurs sont l'organe sexuel des plantes. Elles contiennent une partie masculine et une féminine. La partie masculine produit une poudre appelée pollen. Et pour que la fleur soit fécondée, pour que la fleur se transforme ensuite en fruit, le pollen doit atteindre la partie féminine de la fleur. Il y a plusieurs façons pour que cela se produise. Cela peut être par le vent, par exemple. Mais l'une des façons, c'est que la mouche aille toucher à la fleur, parce qu'elle veut manger quelque chose de la fleur, etc. Et elle transporte le pollen d'une partie à l'autre, d'une plante à l'autre, d'une fleur à l'autre. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Si cela n'arrive pas, le fruit ne naît tout simplement pas. La plante cesse d'exister. Et le cacao est l'une des plantes qui a besoin de la mouche pour la pollinisation. Donc la mouche n'est pas seulement une bestiole qui sert à nous embêter quand elle se pose sur la nourriture. Sans elle, il n'y aurait pas ce nettoyage, celui de la nature. Les autres animaux disparaîtraient sans la mouche dont ils se nourrissent. Tu n'aurais plus de chocolat. À quoi sert la surface mobile sur l'aile d'un avion? Quand vous prendrez l'avion, si vous regardez par la fenêtre, vous verrez principalement deux types de surfaces qui bougent. L'un est plus près de l'extrémité, l'autre du fuselage. Ce sont donc deux choses différentes. Généralement, celui près de l'extrémité s'appelle l'aileron. Ce sont deux petites surfaces qui bougent en sens inverse sur chaque aile. Quand l'une se lève, l'autre s'abaisse. Leur but? Permettre à l'avion de faire ce mouvement, regardez, pour que l'avion fasse ce mouvement. Et il ne fait pas ça juste pour effrayer les gens, non. C'est important au moment du virage. Donc, si je vais tourner par là, par exemple, l'avion s'incline un peu comme une voiture sur une piste à grande vitesse. La piste, en général, elle est inclinée vers l'intérieur. N'est-ce pas? Ça aide au moment de prendre le virage. Il y a une deuxième petite surface qui est plus proche de l'avion qu'on appelle le volet. Il sert à modifier la forme de l'aile et à améliorer la portance de l'avion. Il peut donc rester en l'air à une vitesse plus basse, ce qui est très utile pour l'atterrissage, car c'est ce que l'avion recherche alors. Il veut beaucoup réduire sa vitesse, mais continuer à voler pour toucher le sol le plus lentement possible. Il y a encore un autre petit volet qu'on utilise généralement quand l'avion est déjà au sol, mais qu'il roule encore à grande vitesse. Ce volet se soulève sur l'aile, et on l'appelle un spoiler. Il sert justement à enlever la portance de l'aile, pour que l'avion atterrisse vraiment, pour qu'il colle au sol. Donc il casse un peu la fonction de l'aile, il fait en sorte que l'aile ne porte plus rien, et il freine l'avion en même temps.
C'est important pour arrêter l'avion là, pour qu'il ne veuille pas redécoller, perdre le contact avec la piste, etc. Pourquoi la viande devient-elle brune après la cuisson? La première chose à laquelle on doit penser, c'est exactement ce qu'est la viande. N'est-ce pas? La viande, c'est le muscle des animaux. Donc, si tu observes, il y a plein de fibres dans la viande, ce sont les fibres musculaires, tout comme nous en avons ici. Et les muscles, pour fonctionner, ils ont besoin d'oxygène. Des réactions chimiques vont se produire là, pour donner de l'énergie aux muscles. Et pour cela, l'oxygène est nécessaire. Et il y a une protéine qui stocke l'oxygène, qui s'appelle la myoglobine. Avec ce nom, vous avez sûrement deviné qu'elle est parente de la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang, l'hémoglobine. L'hémoglobine rend le sang rouge et transporte l'oxygène, tandis que la myoglobine stocke l'oxygène dans le muscle et colore la viande en rouge. Ce n'est pas du sang, mais de la myoglobine. Quand vous coupez une viande saignante, elle est rouge à l'intérieur. Dans la barquette au supermarché, le liquide rougeâtre n'est pas du sang, mais de la myoglobine. Au moment où l'on cuisine, la molécule de ces protéines se modifie. C'est comme si vous abîmiez la molécule à mesure que la température augmente. Elle se détache, se tord et se désorganise, ce qui rend la myoglobine marron. C'est pourquoi elle change de couleur. Ce changement de couleur de la protéine n'arrive pas qu'à la myoglobine. Il concerne aussi bien d'autres choses. Il existe un exemple beaucoup plus courant. C'est le blanc d'œuf. On va mettre un blanc d'œuf ici. Je ne suis pas très doué pour séparer le blanc du jaune, d'accord? J'ai déjà tout raté. Cet œuf sent bon. Ce n'est pas la faute de l'œuf, non. On va essayer de mettre le blanc de l'autre côté. Le blanc d'œuf est transparent, un peu jaunâtre. Et je vais y verser du vinaigre, d'accord? Ce n'est plus transparent, c'est devenu blanchâtre. Un phénomène très similaire se produit avec les molécules là-bas. Le vinaigre réagit avec elles et change la forme des molécules du blanc d'œuf. Et oui, c'est aussi ce qui se passe quand on cuit le blanc d'œuf. La chaleur modifie la molécule d'albumine, la protéine ici présente, la rendant blanche. Le nom de ce changement de la molécule des protéines, quand on ajoute quelque chose ou quand on chauffe beaucoup, c'est la dénaturation. Donc, ce qui se passe ici, c'est une dénaturation de protéines. On observe aussi cela avec du citron sur le poisson. Il blanchit dans le ceviche. C'est une dénaturation des protéines. Comment le ruban de masquage colle-t-il? Est-ce une combinaison chimique, quelque chose comme ça? Oui. Une chose que je trouve très intéressante avec le ruban adhésif, c'est qu'il est sec. C'est différent d'une colle blanche. Ce n'est pas un papier mouillé avec de la colle, n'est-ce pas? Qui coule, que vous touchez et qui est mouillé. Non, il est complètement sec, mais il colle quand même. Comment est-ce possible? Regardons d'abord la colle blanche, d'accord? La colle blanche est un liquide dégoûtant et collant, qui est essentiellement du PVA, qui est le principe actif de la colle. Le PVA, ce sont de longues molécules qui flottent ici au milieu de l'eau. Après que l'eau se soit évaporée, il ne restera plus que le PVA. Il ne restera plus que ces molécules qui vont former une sorte d'enchevêtrement qui colle à tout. Donc, si je devais inventer un ruban de masquage, maintenant, je prendrais un morceau de papier et j'y mettrais de la colle dessus. Et là, on aurait un morceau de papier avec lequel on pourrait bricoler, réparer des choses. Sauf qu'on aurait alors deux problèmes. Premièrement, c'est gluant, ça coule, c'est dégoûtant et désagréable à utiliser. Et deuxièmement, je ne peux pas enrouler ça et avoir un joli rouleau comme ça que je peux garder pendant des semaines, des mois et utiliser quand je veux. Cette colle va sécher, je ne pourrai donc pas l'utiliser quand je veux. Le ruban de masquage n'a rien à voir avec cette colle, c'est une colle totalement différente. Ce que nous avons ici, c'est un matériau que nous appelons viscoélastique. Quand j'appuie le ruban contre quelque chose, contre mon doigt ici par exemple, ce matériau devient plus liquide. Donc, il arrive à pénétrer dans les pores de ma main. Il arrive à épouser ce qui se trouve en dessous. Mais quand je relâche, il redevient solide. Mais en même temps, il est élastique. Donc, quand je veux décoller cette colle de quelque chose, elle se détache facilement, elle ne laisse aucun résidu, elle n'est pas cassante. Et c'est ça la magie du ruban de masquage. Mais il y a aussi un aspect chimique. Il existe une attraction entre la colle qui est ici et le matériau sur lequel elle colle. C'est comme s'il s'agissait de deux aimants. Ils veulent s'accrocher l'un à l'autre. Et donc, au final, la colle du ruban sert de remplissage entre le matériau que vous voulez coller, une affiche par exemple, et le papier du ruban de masquage lui-même. Et là, il y a encore un autre secret du ruban. D'un côté, il a beaucoup d'attraction, grâce à la colle du ruban, mais de l'autre côté, non. Et c'est pour ça qu'on peut enrouler le ruban. Parce que s'il avait de l'attraction des deux côtés, il serait impossible de défaire ce rouleau. Et maintenant, je vais avoir cette colle sur la main toute la journée. Anna Luisa. Salut, Ibéré. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un rapport entre Uranus et l'uranium? Oui, il y en a un.
Question suivante. Non, 1. Tu regardes Manual do Mundo. Ici, pas de par cœur. Voyons vraiment ce que la planète Uranus a à voir avec l'élément chimique radioactif. L'uranium? Où est l'uranium? Il est à la fin du tableau périodique. Oh là là. C'est le 92, non? Où est le 92? Mince, le 92 fait partie de ceci. C'est le 92, l'uranium. L'uranium, numéro 92 du tableau périodique, a été découvert en 1789, 8 ans après la planète Uranus. Donc, les choses se sont passées de façon très rapprochée. C'est fou de penser qu'il y a plus de 200 ans, alors que certains découvraient de nouvelles planètes dans le ciel, d'autres découvraient de nouveaux atomes sur Terre. Mais ce lien entre les noms des atomes et des planètes ne s'arrête pas là. Parce que après l'uranium, ici dans le tableau périodique, on a le neptunium et le plutonium, qui sont exactement les planètes qui viennent juste après l'uranium, c'est-à-dire Neptune et Pluton, qui aujourd'hui n'est plus une planète, c'est juste une planète naine, mais dans le cœur des gens, elle reste une planète. Et je connais déjà les questions qu'on pose ensuite, donc il y aura des gens qui vont demander si l'uranium est une planète faite d'uran. Non, je veux dire, si Uranus est une planète faite d'uranium, non. On ne peut pas y construire une centrale nucléaire géante. Uranus est surtout composé d'eau, de méthane et d'ammoniac. De même, Pluton n'est pas fait de plutonium. Isa. Salut, Béret. Tu pourrais m'expliquer ce que c'est la physique quantique? Je demande toujours, mais je ne comprends jamais quand on me répond. Je pense qu'avec toi, ce sera plus facile. Merci, Isa, mais j'ai maintenant une lourde responsabilité, n'est-ce pas? Pourtant, la physique quantique, malgré son nom intimidant, n'est pas si compliquée. La physique quantique, c'est simplement la physique qui étudie des choses très petites, plus petites qu'un atome. Ce sont des choses invisibles même au microscope le plus puissant. Ce qui est intéressant avec la physique quantique, c'est que dans ce monde ultramicroscopique, les choses ne se comportent pas comme dans le monde plus grand. La physique quantique étudie notamment la lumière et cherche à comprendre précisément sa composition. Et grâce à la physique quantique, on sait que la lumière est composée de petits paquets d'énergie, de petites billes, disons, qu'on appelle des photons. Une caractéristique importante de ce monde tout petit, c'est que ces petits paquets d'énergie ne peuvent pas avoir n'importe quelle valeur. Par exemple, vous pouvez avoir un photon, 2 photons, 3 photons, mais vous ne pouvez pas avoir un photon et demi ou un demi-photon. Il existe des quantités fixes d'énergie que ces petits paquets peuvent avoir, et cette quantité, on l'appelle un quantum. Et c'est pour cela qu'on appelle ça la physique quantique. Mais juste pour vous donner un autre exemple, une autre chose que la physique quantique étudie, ce sont les électrons. Par exemple, l'électron fait partie de l'atome, et il est plus petit que lui. Et grâce à la physique quantique, on sait qu'il est impossible de savoir exactement où se trouve l'électron à l'intérieur de l'atome. C'est comme si on prenait une photo de l'atome et que l'électron bougeait si vite qu'il brouille la photo. On ne peut pas savoir exactement où il se trouve. On a une idée de la région de l'atome où l'électron se trouve, mais on ne sait pas exactement par où il passe. Donc oui, la physique quantique est quelque chose de difficile à étudier, difficile à observer. Il faut imaginer comment les choses se passent, parce qu'on ne peut pas vraiment les voir, mais comprendre ce que c'est simple. C'est l'étude de choses très petites. Mais il faut faire attention, parce que ce nom, physique quantique, mécanique quantique, il est beau, il attire l'attention. On a toujours l'impression que c'est quelque chose de très sophistiqué, complexe, technologique, et puis les gens ont commencé à utiliser ça de manière un peu incontrôlée pour vendre des produits. Alors, quelqu'un vend de l'eau en disant « Regardez, cette eau est très bonne pour votre santé, parce que c'est de l'eau quantique. Ce sablier est très précis, parce que c'est un sablier quantique. Ce canapé est très bon pour votre dos, il prévient les maladies et guérit le cancer, parce que c'est un canapé quantique. » Tout ça, comme on dit chez moi, c'est des histoires à dormir debout. Aucun de ces produits n'a de véritable étude en physique quantique. C'est du baratin pour dire que le truc est très technologique. Et à ce jour, je n'en ai jamais trouvé un vraiment. D'accord? Alors, fais attention quand quelqu'un essaye de te vendre quelque chose de quantique, parce que c'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. En pratique, comment fonctionne un téléchargement? Mon PC lit-il une recette de gâteau et fait-il pareil? Ou bien quelque chose se transfère-t-il vraiment? Pour moi, c'est une question idiote. Non. C'est une très bonne question, peut-être l'une des meilleures de la vidéo. Là, à l'intérieur de l'ordinateur, si on pouvait vraiment entrer dans son esprit, on verrait déjà que toutes les informations sont sous la forme de 0 ou 1.
On appelle ça le code binaire, parce qu'il n'y a que deux options, soit 0, soit 1. Alors, tu vois, la façon dont l'ordinateur écrit la lettre A à l'intérieur de lui-même, la lettre A majuscule, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. La lettre A minuscule, c'est déjà 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, quand tu vas télécharger un texte qui commence par la lettre A majuscule, ce que l'ordinateur doit transmettre à l'autre, c'est ça, ici. C'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Comment il transmet ça? Il dit le portable d'Iberet. C'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Non, ce 0 et ce 1 peuvent être n'importe quoi. Ils peuvent être allumés ou éteints. Il peut être noir et blanc, il peut être bleu et rouge, il peut être fort ou faible. Internet à la maison, par exemple, arrive par la fibre optique. Donc, une façon de transmettre cette information peut être avec la lumière, qui pourrait être 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. En pratique, un ordinateur ou un téléphone portable ne passe rien à l'autre. Il transmet juste une information. La question est, comment ce dispositif stocke-t-il l'information? L'une des méthodes est sur le disque dur. Et à l'intérieur, tout sera aussi en 0 et 1, mais d'une autre manière. Le disque dur, lui, est magnétique. C'est comme s'il y avait des milliards de petits aimants orientés nord ou sud. Comment se déroule un téléchargement en pratique? L'ordinateur dit à l'autre, tu peux transmettre l'information. D'accord? D'abord, c'est 0 bon, alors le 0 reste comme il est. Ensuite, il y a de la lumière, c'est un eye. Alors je peux le tourner ici. Ensuite, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1. Alors, je tourne celui-ci aussi. L'information est transmise, elle est écrite sur le disque dur et rien n'a vraiment changé dans la matière. L'ordinateur n'est pas plus lourd ni différent d'avant. Dès lors, l'information est déjà avec vous. Vous lisez ceci et savez que c'est la lettre A. Téléchargement terminé. Et oui, si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous allons répondre. Après tout, les écouteurs Bluetooth nuisent-ils à l'audition des gens? J'avais dit au début que la réponse était oui et non. Alors, commençons par le oui. Pourquoi les écouteurs Bluetooth nuisent-ils bel et bien à votre audition? Pour que notre cerveau puisse comprendre ce que nous entendons, l'oreille doit transformer le son, n'est-ce pas? Elle doit transformer la vibration de l'air en une communication électrique. Cela sera accompli par des cellules situées à l'intérieur de notre oreille, appelées cellules ciliées. Elles possèdent de vrais cils qui bougent au rythme du son dans l'oreille. Elles transforment ce mouvement en impulsion électrique communiquant avec notre cerveau, similaire à ce que j'ai expliqué dans l'histoire du téléchargement. Le problème, c'est que lorsque vous écoutez un bruit très fort pendant longtemps, ces cellules ciliées, elles s'abîment et ne se réparent pas. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut dire alors que quand cette personne de l'autre côté de l'écran prend le bus, elle met ses écouteurs au volume maximum et commence à écouter la musique de Guerreros, de la K-pop. Au volume maximum, tes cellules ciliées peuvent être en train de s'abîmer et tu vas perdre l'audition. Donc oui, utiliser des écouteurs Bluetooth, comme tout autre type d'écouteurs, peut vraiment nuire à ton audition si tu les utilises à un volume trop élevé. Mais Iberet, ça, tout le monde le savait déjà, non? Ce que je voulais vraiment savoir, c'est que ma grand-mère m'a dit que le Bluetooth, c'est des radiations. Ça grille notre cerveau, ça fait cuire nos oreilles comme si on était dans un four à micro-ondes. Ta grand-mère est plutôt créative, non? Le Bluetooth fonctionne avec des ondes. Donc, c'est très similaire à la radio qu'on reçoit sur un poste de radio, au Wi-Fi qu'on a sur le téléphone et aux ondes radio que le téléphone portable utilise lui-même pour communiquer avec l'antenne. Notre environnement est rempli de ces ondes radio et elles ne sont pas dangereuses. Ce sont un type de rayonnement non ionisant. C'est un rayonnement très faible qui n'a pas la force de causer de dommages à notre corps. C'est différent du rayonnement d'un appareil à rayon X ou d'un appareil de radiothérapie. Dis à ta grand-mère qu'elle peut utiliser son casque Bluetooth sans problème, à condition de ne pas mettre le volume au maximum et de ne pas déjà avoir perdu l'audition à force d'écouter de la musique trop fort avec ses anciens écouteurs. La plupart des questions auxquelles j'ai répondu aujourd'hui viennent de la chaîne de Manual do Mundo sur WhatsApp. Oui, on a une chaîne sur WhatsApp où on peut vous envoyer des messages et là on met les choses qu'on publie sur Manual do Mundo. Les vidéos, s'il y a quelque chose de nouveau et sympa, je pose des questions, je fais des commentaires intéressants. Si tu veux t'abonner à cette chaîne, c'est gratuit. C'est comme la chaîne YouTube. Il suffit d'aller sur WhatsApp, de venir ici dans Actus et tu verras l'onglet chaîne. Là, il te suffit de chercher Manual do Mundo. Il est important de préciser que ce n'est pas un groupe WhatsApp.
C'est une chaîne, donc ce n'est pas n'importe qui peut entrer et dire « Bonjour, bonne nuit, ça va, laisse-moi envoyer ce message de motivation ». Personne ne sait que tu es abonné à la chaîne. Ton nom n'apparaîtra pas, ni ton numéro de téléphone. Il n'y a que nous qui pouvons publier, et on publie très peu, d'accord? Juste les choses sympas qu'on est en train de faire. Tu peux t'abonner sans crainte, c'est gratuit et personne ne t'embêtera. Ça marche?